Alors, merci à vous toutes et à vous tous d'être présents pour cette journée sur l'intelligence artificielle et puis cet après-midi où nous allons rentrer dans des sujets peut-être encore plus pointus que ceux qu'on a pu voir ce matin lors du panorama général déjà passionnant qui nous a été dessiné. Alors, pour ma part, comme l'a dit Jean-Marc, j'enseigne à la HEIGVD des matières telles que le marketing digital et l'e-commerce et on m'a demandé de parler spécifiquement de l'émergence de l'intelligence artificielle à l'intérieur du marketing digital. Alors, on va aborder différents sujets ensemble. On va commencer par se positionner du point de vue du client. On a coutume de dire en marketing que le client est au cœur normalement des préoccupations de l'entreprise, au cœur des préoccupations du marketing, et ça fait partie des choses du coup par lesquelles on va aborder le sujet. Par la suite, on va regarder de l'autre côté, côté entreprise, qu'est-ce qui se passe face à ses clients, comment est-ce que l'intelligence artificielle arrive dans le monde du marketing, dans le monde des entreprises. On regardera un petit peu le potentiel de l'intelligence artificielle tel qu'il nous est vendu par les analystes, les investisseurs, les fournisseurs de logiciels. Il y a beaucoup, c'est vrai, de hype autour du sujet, beaucoup d'attentes, quelques déceptions déjà. Peut-être qu'il y en aura plus à venir, comme ça nous a été rappelé ce matin. Ensuite, on regardera précisément des exemples très concrets, quelques-uns bien sûr, parce qu'on pourrait en prendre des dizaines, mais quelques exemples d'applications de l'intelligence artificielle au marketing digital. Et puis, je conclurai la présentation par quelques points qui sont un petit peu des points à retenir pour les managers, pour les acteurs du marketing, savoir un petit peu qu'est-ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette arrivée de l'intelligence artificielle dans leur domaine. Alors, sans plus attendre, commençons avec la partie client. C'est un secret pour personne et ça a été évoqué déjà plusieurs fois ce matin, notamment à travers des exemples. L'IA est rentrée dans nos vies. Elle est rentrée de façon souvent assez discrète par un certain nombre de services, d'applicatifs, dont on ne sait pas forcément d'ailleurs qu'ils reposent sur ces fameuses technologies d'intelligence artificielle, mais des éléments qui petit à petit s'insèrent dans notre vie de tous les jours, notre vie d'internaute, notre vie de mobinaute, notre vie de personnes connectées. Alors ici j'ai pris un exemple justement sur un des blogs de Google qui montrait différentes façons par lesquelles les utilisateurs exploitent plus ou moins sans le savoir de l'intelligence artificielle. Alors ça peut être par exemple dans les algorithmes de recommandation de YouTube qui vous proposent, vous savez, la vidéo suivante à regarder, vidéo qui est d'ailleurs souvent assez irrésistible. Ça peut être dans Gmail qui va trier vos messages en analysant leur contenu, leur expéditeur, d'autres paramètres, ou qui va vous préparer des réponses toutes faites et qui souvent sont relativement pertinentes à l'heure actuelle. Et puis on pourrait continuer avec l'assistant, comme il a été démontré ce matin, ou les services de traduction qui, tous, à des degrés variés, font appel à ces services d'intelligence artificielle. Un domaine dans lequel la perception de l'utilisateur par rapport à l'usage de l'IA est plus présent, c'est clairement celui des assistants vocaux, ces fameux assistants connectés avec lesquels on va interagir par la voix ou éventuellement par du texte. Ici, j'ai mis quelques exemples avec l'offre d'Apple sur ce côté et puis l'offre d'Amazon avec toute la série des produits qui intègrent Alexa et qui sont autant d'outils qui intègrent des fonctionnalités liées à l'intelligence artificielle. En réalité, la plupart des géants du monde informatique et du monde numérique se livrent aujourd'hui une bataille très importante sur ce secteur, avec une présence qui part du logiciel et qui va souvent jusqu'au matériel, avec des stratégies plus ou moins affirmées par rapport à cette dimension matérielle, mais dans lesquelles on retrouve bien l'articulation qui a été rappelée tout à l'heure par le professeur Garbinato. Là, vous avez un exemple avec Google qui, traditionnellement, n'était pas une entreprise qui faisait du hardware et puis qui s'est pourtant mis à faire du hardware, qui a fait des acquisitions aussi dans ce domaine, avec ici une des formes physiques de son assistant.
Siri, vous le connaissez, il est arrivé comme ça un jour sur vos téléphones portables. Là, le matériel était préexistant et puis l'application s'est installée sur cet appareil existant. Elle a depuis été déployée, par exemple, dans le HomePod ou d'autres appareils d'Apple. Et puis chez Amazon, vous avez à la fois des appareils qui sont fabriqués par Amazon et puis toute une série d'autres appareils qui vont intégrer la technologie d'Alexa et qui vont pouvoir du coup converser avec l'utilisateur sous forme vocale. Alors, c'est un point qui est important parce que ça amène l'intelligence artificielle et ces formes de nouvelles interactions directement au contact de l'utilisateur. Et en tant que marketing, on voit émerger un canal d'interaction client qui est nouveau et sur lequel aujourd'hui les entreprises ont un peu de mal à se positionner. Elles ne savent pas encore très bien comment elles pourront peut-être un jour faire de la publicité, comment elles feront peut-être des apps ou des skills, comme on les appelle, sur ces différents appareils, ou même peut-être comment elles intégreront ce genre de technologie à l'intérieur de leurs propres produits. Les exemples que je viens de vous montrer là ne sont que des exemples qui montrent les prémices de cette arrivée de l'IA dans nos environnements. Microsoft, il y a quelques semaines, annonçait l'arrivée d'un espèce de coach pour PowerPoint. J'aurais peut-être dû d'ailleurs réviser ma présentation avec ce coach. Vous voyez qu'avec ce coach, vous pouvez répéter votre présentation et le coach va écouter ce que vous dites et va vous donner un feedback comme ici où il indique qu'il faudrait que je ralentisse un petit peu parce que je vais un peu vite. Ou bien, à l'issue de la présentation, vous faire un certain nombre de recommandations sur l'usage de mots de remplissage ou sur le fait que vous avez peut-être hésité, utiliser des E, des A, etc. Ça arrive dans les présentations. Le fait, et là c'est plus fin, que vous avez utilisé des formulations qui pourraient être blessantes pour certaines personnes, que ça soit par rapport à la question du genre, par rapport à des expressions qui sont peut-être un peu trop triviales, ou par rapport à des minorités dont il faut défendre justement un certain nombre de droits ou autres. Et puis, vous avez même sur le dernier point, c'est ce coach, cet assistant intelligent, qui a détecté que sur le slide 4, vous aviez lu ce qui était marqué sur le slide. Et donc, vous risquiez une espèce de déconnexion avec votre audience, entre l'audience qui va voir le slide et puis qui va vous entendre lire la même chose. Alors, ce genre d'éléments fait partie des exemples de l'arrivée de l'IA dans toute une série d'applicatifs ou d'objets qui sont dans l'environnement des clients. Côté entreprise, il se passe pas mal de choses, ça bouge, ça continue de bouger, je devrais dire, puisque déjà, à travers toute l'arrivée du monde digital, on a vu apparaître une forme d'informatisation de quasiment la totalité des activités de marketing et de communication dans les entreprises. Alors évidemment, au début, il a fallu gérer les sites web, donc on a mis en place des outils de gestion de contenu, puis ensuite il a fallu gérer des newsletters, alors on a mis en place des outils pour gérer l'envoi des newsletters, puis des outils de statistiques pour mesurer ce qui se passe sur le site web et puis dans tout l'écosystème digital. On a des outils pour gérer la publicité, pour gérer les réseaux sociaux, donc toute une panoplie d'outils qu'on regroupe souvent sous l'appellation aujourd'hui de MarTech ou Marketing Technologies, qui sont, si vous voulez, le secteur du logiciel qui se focalise sur ces questions de marketing. Alors, ce qu'on voit très clairement, c'est que déjà depuis, je dirais, 2015-2016 surtout, on a vu apparaître une vague très importante de présence de l'IA dans le discours des éditeurs. Alors, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à des choses comme ça, où vous avez ici chez Adobe, qui est un des acteurs de poids sur le marché justement de ces fameuses marketing tech, vous avez une mise en avant de l'intelligence artificielle et de ses différents composants, ici le machine learning, où on vous dit Adobe Sensei, c'est le petit nom qui fait pas peur et qui fait joli sur les slides, qu'a utilisé Adobe pour décrire cette technologie qui sinon pourrait peut-être être un peu impressionnante. Adobe Sensei, donc, qui est le moteur d'intelligence artificielle d'Adobe et qui va permettre d'améliorer l'expérience des consommateurs.
Alors, ce discours, on va le retrouver chez tous les concurrents. Vous avez Salesforce qui a investi massivement en matière d'intelligence artificielle. Alors, chez eux, on a un autre petit nom, Einstein, hein, excusez du peu, vous voyez l'imaginaire que ça peut évoquer. Chez SAP, c'est Leonardo, hein, pourquoi pas, allons-y, la Renaissance et tout ça. Chez IBM, on en a parlé ce matin, c'est Watson. Et chaque grand éditeur logiciel y a été de la mise en place d'une marque et puis de tout un discours marketing qui se traduit ensuite, bien sûr, par l'intégration d'éléments d'IA à différents endroits dans ces logiciels. J'ai pris encore un exemple. Là, je n'ai pas trouvé de nom commercial. Ils sont un petit peu plus sobres. C'est Oracle AI chez Oracle, mais là aussi, on va trouver de l'intelligence artificielle. Dans les acteurs qui sont plus des acteurs de niche, encore qu'ils soient pour certains relativement importants, là aussi on va voir apparaître des acteurs chez qui l'intelligence artificielle est vraiment un point clé. Dans certains cas, c'est même l'argument essentiel de différenciation de la solution par rapport à un marché donné. Là, j'ai pris un exemple qui est Criteo. Criteo, c'est une société que vous connaissez peut-être pas parce qu'elle est, on va dire, relativement discrète du point de vue du grand public, mais elle est bien connue dans le monde du marketing. C'est une société qui permet de faire ce qu'on appelle du reciblage. Vous savez, c'est ces fameuses publicités qui apparaissent quand vous avez été sur un site, par exemple, pour, je sais pas, faire des recherches pour acheter une nouvelle paire de chaussures, puis quelques jours plus tard, parfois même quelques minutes plus tard, vous avez plein de pubs justement pour ces chaussures-là ou pour le site en question qui apparaissent un peu partout sur Internet. C'est pas par hasard, c'est grâce ou à cause d'acteurs comme Criteo qu'on a la possibilité de mettre en place au niveau marketing ce type d'applicatif. Alors, Criteo a construit tout son modèle sur le big data, donc la collecte massive de données. Dans leur base, ils ont 1,9 milliard de profils utilisateurs. C'est pas rien, on est vraiment dans le big data. Et puis, toute une série d'événements sur ce que font ces utilisateurs. Et derrière, un moteur qui permet d'aller cibler ces utilisateurs très précisément en fonction de leur comportement sur la base d'intelligence artificielle. Un autre exemple ici, cette fois-ci dans le domaine des réseaux sociaux. Vous utilisez probablement tous à des degrés divers les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, YouTube, LinkedIn ou Instagram. Je pourrais citer Twitter et autres, hein, c'est égal. Les entreprises qui sont actives sur ces supports, bien évidemment, ont besoin d'outils pour gérer à la fois leurs publications, mais aussi leur publicité, leur marketing influenceur, savoir ce qui se passe dans la relation qu'ils ont créée avec leur communauté. Et vous avez des sociétés comme SocialBaker qui font des logiciels qui permettent de gérer toute cette activité sur les réseaux sociaux. Et là encore, on va retrouver la présence de l'intelligence artificielle au cœur de ces solutions. Et puis un dernier exemple, cette fois-ci dans le support utilisateur, tout ce qui est service client, avec LivePerson, qui va proposer des systèmes d'agents supposément intelligents, d'agents conversationnels qui vont être capables de traiter un certain nombre de questions des clients ou des prospects, ou éventuellement de pré-traiter une partie des questions qui seront ensuite prises en main par des agents physiques, des agents humains qui prendront la suite des opérations, comme ça a été évoqué ce matin. Ce qu'on voit en parallèle, c'est à un niveau plus bas, si je parle d'un point de vue informatique, un certain nombre également de librairies et de services qui sont mis à disposition par tous les grands acteurs du cloud. On va retrouver là Amazon, qui non content d'offrir des services et son propre système de vente en ligne, propose aussi de la technologie. Ça représente pour eux d'ailleurs un business très très important. Et aujourd'hui, c'est un des acteurs majeurs dans le monde de l'hébergement, justement, de services digitaux. Et ils offrent sur cette plateforme toute une série d'outils qui sont des outils basés sur l'intelligence artificielle. Vous avez ici des exemples comme la personnalisation qui fait partie du genre d'outils dans lesquels on a des briques d'IA. Alors, ce genre de choses, on va le retrouver partout. Vous avez l'exemple ici de Microsoft avec Azure, dans lequel, là aussi, vous avez toute une série de services d'intelligence artificielle. Et c'est la même chose avec, évidemment, des variations sur la palette exacte de services ou la tarification. Mais globalement, ces grands acteurs sont vraiment en concurrence frontale sur ces sujets, avec ici Google et ses services cloud, et puis les autres grands acteurs, IBM, bien entendu, et puis les Chinois, puisqu'on en a peu parlé
aujourd'hui, mais les Chinois sont très présents sur ces marchés, avec ici Alibaba Cloud et puis Baidu et ses services cloud dans lesquels, là encore, on va trouver, vous voyez ici l'exemple central, c'est un système de reconnaissance d'image qui est basé clairement sur des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, ces systèmes, ils sont à disposition à peu près de n'importe quel développeur à des coûts qui sont très abordables, parfois même gratuits pour faire des tests. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne coûte rien de les mettre en place parce qu'il faut quand même se former, il faut quand même atteindre un certain niveau de compréhension de la technologie. Mais la plupart, aujourd'hui, des ingénieurs qui sortent de nos écoles ou des écoles polytechniques sont outillés et prêts à utiliser justement ce type de service. Là, vous avez un exemple. Vous savez que Amazon est très connu pour avoir mis en place très tôt dans son site e-commerce un moteur de recommandation. Vous savez, vous avez mis ça dans votre panier, vous avez regardé tel livre, donc vous pourriez aimer tel autre livre ou DVD ou CD à l'époque. Eh bien, ce même moteur est disponible maintenant sur la plateforme cloud d'Amazon, ce qui signifie que vous pourriez, en tant qu'entreprise, développer dans vos solutions des outils de recommandation qui se basent sur des technologies tout à fait similaires et qui sont disponibles comme ça dans le cloud. Donc on voit que côté Martech, côté informatique, on voit apparaître l'IA un peu partout dans le discours des éditeurs, avec une vocation qui est aussi une vocation financière. Il faut rassurer les marchés, c'est important. Aujourd'hui, les investisseurs valorisent justement cette idée d'avoir des compétences IA, d'avoir éventuellement même une offre produit autour de l'IA. Et donc, on a un discours ambiant qui est très présent par rapport à ces questions d'IA. Ce qu'on voit aussi, c'est que les analystes sont très enthousiastes par rapport au potentiel de l'IA. Alors peut-être pas par rapport au potentiel de destruction d'emplois. Ça, effectivement, il y a une espèce de consensus plus ou moins établi sur le fait que ça risque bien de détruire des emplois. Mais par contre, on a cette idée que l'IA va être un moteur de croissance. Question, est-ce que vous savez ce que c'est que ça ? Parce que, comme mon confrère a dit ce matin qu'il fallait mettre une photo de chat dans une présentation, je le rejoins, j'en ai pas mis, mais j'aurais peut-être dû. Moi, on m'a dit, tu es dans une école d'ingénieur, il faut que tu mettes une formule mathématique, sinon ça fait pas sérieux. Donc voilà la formule mathématique. Alors cette formule mathématique, en fait, elle dit simplement que la production est la résultante d'une part de capital qui va être investi, d'une part de travail qui va être mise en œuvre, et puis d'un certain nombre d'autres facteurs qu'on a un petit peu de mal à décrire, mais dont on sait qu'ils sont présents. Pour vous donner un exemple de ce genre de facteur qu'il y a derrière cette lettre A, ça serait par exemple la météo. Si la météo est favorable, j'aurai une bonne récolte. C'est indépendant de l'investissement en capital, c'est-à-dire est-ce que j'ai plus de tracteurs si je suis agriculteur, ça ne va rien changer, la météo n'aura pas d'influence là-dessus. Le travail, je vais travailler plus dans mon champ, j'aurai peut-être une vigne par exemple mieux soignée, ok. La météo aura au final un impact qui sera indépendant du capital et du travail. Alors, cette formule, même si elle est discutée, même si elle existe dans des variations qui sont beaucoup plus complexes, certains analystes pensent qu'il va falloir qu'on la réécrive. Il va falloir qu'on la réécrive, vous l'avez en haut, hein, c'est le modèle traditionnel de croissance, capital, travail et puis d'autres facteurs. Et ce que disent certains consultants ici, Accenture, c'est qu'il va falloir intégrer là-dedans un nouveau facteur qui est ni plus ni moins que l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils voient la compétence ou la capacité qu'auront des nations à gérer, à maîtriser l'intelligence artificielle comme étant aussi important que celle d'avoir des ressources financières ou d'avoir une main-d'œuvre qualifiée. Donc c'est vraiment quelque chose qui est déterminant. Et ils ont essayé d'évaluer en fait l'impact qu'aurait l'intelligence artificielle sur la croissance, et ils arrivent à des conclusions qui laissent penser que cet impact va être extrêmement important, ce qui derrière réjouit bien entendu les investisseurs et puis secoue tous les gouvernements qui vont chacun au niveau national ou international de leur plan de soutien à l'IA. Il y a eu énormément de choses qui se sont faites dans ce domaine. Alors, ce qui nous intéresse, c'est quand on creuse un peu ce que disent les analystes, c'est que, eh bien, il semblerait bien que c'est précisément au niveau du marketing et des ventes qu'on pourrait avoir le plus d'impact
en termes de croissance, en termes de génération de croissance, de l'intelligence artificielle et des données. C'est important parce que c'est vrai que dans pas mal de situations, on a un mélange entre la collecte et le traitement de données par des choses qui ne sont pas forcément de l'IA, et puis à côté, l'utilisation vraiment de technologies qui sont à proprement parler des technologies d'IA. Donc on voit qu'en termes d'impact, ça va être quelque chose d'important. Et donc, quelque part, l'industrie ou le marketing est en première ligne par rapport à ces questions. Vous allez me dire, par les croissances, par les temps qui courent, surtout que là il fait chaud, on est en plein réchauffement, c'est compliqué. L'Amazonie brûle, vous le savez. Elle brûle étonnamment de façon assez rectiligne, si bien que certains s'interrogent sur, vous le savez, les causes de ce genre de choses. Même Wire dit, oui, tiens, il se pourrait bien que le capitalisme ait quelque chose à voir avec tout ça, mais bon, c'est une autre question que je laisse à votre réflexion, c'est un peu hors sujet. Enfin, cela dit, les investisseurs sont friands de croissance et investissent du coup massivement dans les startups, dans l'innovation autour de l'intelligence artificielle. Et on voit effectivement un afflux de capital risque qui est très significatif autour de l'IA. Et en 2019, a priori, les premiers trends qu'on a sur la moitié de l'année montrent que ça risque de dépasser encore les chiffres de 2018. Alors, par quoi ça se traduit? Ça se traduit par une innovation qui est très importante. Vous avez sans doute déjà vu, c'est transparent, on va vous mettre plein de petits logos de start-up et d'entreprises d'ailleurs parfois plus établies. Ce qui est intéressant là, au-delà de la quantité d'entreprises qui sont actives dans les technologies marketing et l'IA, c'est les grands domaines dans lesquels on va retrouver de l'IA. Vous voyez qu'on a tout un domaine qui est à gauche, qui est le domaine de l'expérience utilisateur. Donc comment je vais faire avec l'IA pour améliorer l'expérience de mes clients, de mes utilisateurs sur mes différents canaux d'interaction avec eux. Le deuxième élément qui est plus interne, qui est comment je peux augmenter l'efficacité de la fonction marketing à travers l'IA, par exemple avec des outils qui permettent de faire de la recherche d'images ou de la rédaction automatique, des choses comme ça. Et puis ensuite, une dernière couche qui concerne plutôt le stockage de données, donc des éléments qui sont plutôt des services orientés, on pourrait dire, vers l'infrastructure qui sous-tendent en fait les deux autres colonnes. Alors tout ça c'est bien beau, mais concrètement, à quoi ça ressemble ? On va essayer de voir quelques exemples très concrets, et ces exemples, je vais les choisir à différentes étapes de ce qu'on appelle souvent le cycle relationnel. On parle parfois aussi de processus de décision d'achat, il y a différents termes pour ça. C'est un schéma qui peut exister d'ailleurs sous différentes variantes, sous différentes formes. Là, vous avez une version assez basique à 6 étapes. Vous découvrez un besoin, je sais pas, vous voulez vous acheter un nouveau vélo pour la saison, ou des nouveaux skis plutôt, c'est plutôt de saison pour l'hiver prochain. Vous allez explorer ensuite différentes pistes chez les fabricants de skis, puis vous allez acheter votre paire de skis sur Internet ou dans le monde réel. Vous allez les utiliser, peut-être que vous aurez besoin d'appeler le service après-vente, donc c'est le ASC, le service client, et puis vous deviendrez peut-être fidèle à la marque. C'est des modèles génériques qu'on utilise très couramment en marketing pour savoir un petit peu de quoi on parle et sur quoi on se focalise par rapport à la relation client. Alors, premier exemple d'une utilisation de l'IA, ici dans la phase de découverte. Donc vous imaginez, le client, il a une idée, il veut s'acheter des skis. On va trouver des acteurs qui interviennent dans le monde de la publicité et qui vont être capables de collecter massivement des données et de faire du ciblage, parfois on parle d'hyper-ciblage, pour essayer d'atteindre le client qui nous intéresse, la cible qui nous intéresse. Alors là, vous avez un exemple avec Tiny Clues, qui est un outil qui permet de détecter, comme ils le disent dans leur nom, des signaux faibles qui permettent de percevoir que tel client ou tel prospect va être intéressé ou qu'il va falloir aller lui envoyer un message à tel moment ou à tel autre. Deuxième exemple, toujours dans la phase d'exploration, on avance un petit peu. Dans la phase d'exploration, on a le client qui est sur le site, il va souvent faire des recherches pour choisir son produit. On voit apparaître énormément de choses sur la recherche visuelle. Ici, c'est un exemple dans la mode, où vous avez, à partir d'une photo, un certain nombre d'attributs qui vont être identifiés par le système de façon automatique et qui vont pouvoir donner lieu à l'extraction de clés de navigation, qui permettront aux clients de passer comme ça d'un produit à un autre ou de naviguer de façon différente dans un catalogue.
Alors évidemment, si vous êtes un petit acteur de la mode, que vous avez quelques dizaines de produits, décrire les produits, c'est pas difficile. Si vous avez, comme Zalando, des milliers de produits qui arrivent chaque jour, vous avez besoin d'efficacité et d'automatiser ce genre de choses. Et c'est ce que permettent typiquement ce type de solutions. Ce que ça permet aussi, c'est d'aller imaginer des mots-clés, d'imaginer des types d'attributs auxquels vous n'avez pas pensé en tant qu'humain, simplement parce que le moteur d'IA va être capable d'identifier que ces mots-clés peuvent être potentiellement importants et ils sont associés à l'image en question, au produit en question. Alors ça donne lieu à toutes sortes d'usages pour faire du social commerce, pour faire de la recherche de produits via des images. Alors, ce genre de choses, on en voit dans différents domaines. Ici, vous avez un autre exemple qui est Selligent, où vous voyez que la recommandation produit, elle se fait via un email. Donc, on ne va pas seulement être sur le web, on va être sur tous les canaux, l'email, mais ça pourrait être même une boutique ou un call center qui va recevoir une recommandation produit. Alors, j'ai pris cet exemple pas tout à fait au hasard, parce que, en fait, cette technologie, elle a été en partie développée à Lausanne, à l'EPFL. Imagine if your marketing cloud had artificial intelligence capabilities that really matter to you as a marketer. Your AI wouldn't play chess, and you certainly wouldn't need an army of data scientists to make it work. It would simply go about the business of harnessing data to deliver highly relevant and personalized marketing that drives revenue and customer lifetime value. Introducing Selligent Cortex. Selligent Cortex provides out-of-the-box AI features that relationship marketers really need to be successful. It uses all the consumer data available on the platform and leverages machine learning algorithms to boost conversion, visitor engagement, and loyalty. Selligent Cortex takes over the heavy lifting for marketers. It automatically segments audiences, optimizes customer journeys, and matches the best products to each individual customer. It also provides the full flexibility to step in to manually configure your settings at any time. It's the perfect combination of AI and human intelligence. With Selligent Cortex, marketers no longer have to worry about keeping up with changing consumer tastes and shopping habits. They can let the AI do the work and benefit from the tool's typical 20% uplift on their conversion rate. Find out how Selligent Cortex can help boost your marketing just days after implementation. Request a demo today. Excusez-moi, je n'ai pas l'habitude de les mettre en mode automatique. Je suis désolé pour la régie, c'était un peu fort. Donc j'étais en train de rappeler que là, il s'agit d'une technologie qui a été développée à l'EPFL dans une start-up qui s'appelait TasteHit et qui faisait justement de la recommandation produit pour des sites e-commerce dans le contexte de l'intelligence artificielle, donc avec de l'analyse d'énormément de données, notamment des parcours utilisateurs sur un site. Alors, l'exemple que vous venez de voir, c'est un exemple qui est à la limite entre l'exploration et l'achat, avec ici la référence dans ce domaine-là, qui est l'algorithme d'Amazon dont je parlais tout à l'heure, cet algorithme de recommandation produit qui est là aussi un des modèles que suivent beaucoup d'acteurs dans le monde de l'e-commerce depuis l'origine. Alors, des exemples, il y en a d'autres sur la partie achat. On voit apparaître de l'IA maintenant au niveau des paiements. Alors, ça peut être différentes choses. Ça peut être notamment sur la détection de fraude. Ça peut être sur la relation que vous avez avec votre carte de crédit et la façon dont elle interagit avec vous. C'est également des choses qui concernent la détermination des prix pour lesquels on voit apparaître des algorithmes d'IA qui vont optimiser, par exemple, des prix pour des produits ou des services donnés. Là, j'ai pris l'exemple de la carte de crédit d'Apple qui est lancée maintenant officiellement aux États-Unis et qui arrivera, on ne sait pas très bien quand, sur le marché européen. Alors, l'IA, on va la retrouver partout. J'ai mis ici un exemple qui est PayPal, où là encore, on va retrouver dans le discours de l'acteur cette question d'intelligence artificielle. Et puis, on va la retrouver plus loin dans le cycle relationnel, après l'acte d'achat, notamment dans toute la phase de fidélisation, la phase liée souvent au post-achat. Là, vous avez des exemples sur l'optimisation des lignes de sujet des emails. Vous savez, quand on fait de l'emailing, on envoie des emails et il y a un élément très important, c'est la ligne de sujet, parce que c'est souvent le premier élément que le client va voir, enfin le destinataire de l'email, et c'est là-dessus qu'il va décider s'il clique et il ouvre le mail ou pas. Et donc, on fait pas mal de travaux pour essayer d'optimiser ça. J'ai une petite vidéo là aussi qui explique comment ça fonctionne. You write 2 subject lines and split test them. One of them wins. Why? There's hundreds of possible reasons.
quantifying human language wasn't possible for marketers, until now. Phrasee uses artificial intelligence to quantify, generate, and optimize email subject lines. Phrasee understands the emotions, sentiments, and phrases that resonate with your audience. Your past, present, and future results drive advanced algorithms that generate better subject lines than humans can, all tailored to your brand's voice. You get more opens, clicks, and conversions. Phrasee's artificial intelligence technology does the heavy lifting. Forget what you thought you knew about subject lines. When you combine artificial intelligence with human language, you get Phrasee. It's awesome. Alors, je voulais vous montrer ce genre de vidéo parce que c'est le genre de vidéo que vous allez voir si vous êtes en position d'être responsable marketing et de devoir choisir ce type de plateforme. Donc, il faut s'habituer un petit peu à les gratter au-delà, si vous voulez, du discours pour essayer de comprendre ce qui est proposé exactement et comment ça peut s'intégrer dans votre écosystème, dans vos outils. Mais l'optimisation de ces lignes de sujets d'email et même des contenus des emails, c'est quelque chose qui est un terrain de bataille vraiment important parce que, quoi qu'on puisse en croire, les emails font partie intégrante de la panoplie du marketeur. Alors on voit aussi beaucoup de choses au niveau du service après-vente avec tous ces systèmes d'agents conversationnels et des systèmes d'aide au service client qui remplacent effectivement pas toujours le service client mais qui peuvent décharger le service client de toute une série de requêtes qui sont des requêtes relativement standardisées et qui vont permettre là encore des gains d'efficacité par rapport au traitement de masse d'interactions qui peuvent se présenter pour une entreprise. Alors tout à l'heure, je parlais des assistants vocaux. On voit aussi l'utilisation d'intelligence artificielle pour créer des nouvelles voix. Ici, vous avez peut-être entendu parler, c'est sorti pas mal dans les médias il y a quelques mois, de cette voix qui s'appelle Q, qui est une voix qui est neutre d'un point de vue genre. C'est-à-dire que l'utilisateur ne peut pas déterminer s'il s'agit d'une voix d'homme ou d'une voix de femme. Il s'agit d'une expérimentation qui relaye en fait un certain nombre de combats militants justement pour éviter que les interfaces vocales soient genrées et qu'elles induisent derrière un certain nombre de choses au niveau de la perception sociale qu'on peut en avoir. On trouve également pas mal de choses au niveau de la gestion des influenceurs, ce qu'on appelle l'influenceur marketing management. Cette gestion donc des gens à travers lesquels vous allez déployer vos messages sur les réseaux sociaux. Ici, j'ai pris l'exemple d'Open Influence qui, là encore, utilise des services d'intelligence artificielle, par exemple pour identifier des influenceurs potentiels que l'entreprise pourrait utiliser pour relayer son message auprès de ses clients cibles. Un dernier point qui est plus transversal, c'est le domaine de la génération de textes, où là encore, on va trouver toute une série d'applications ici dans le domaine de l'analytics, où l'idée de cette entreprise, Narrative Science, c'est de transformer des tableaux de chiffres en un discours, un verbatim qui soit rédigé et qui soit supposément plus digeste pour les personnes auxquelles il est destiné. Cette partie analytique, elle est présente dans tout le cycle, à chaque étape du cycle relationnel. On va mesurer donc ce qu'on fait et on va retrouver donc de l'intelligence artificielle ici à travers cette transformation en texte, mais on peut le retrouver ou la retrouver aussi à travers par exemple l'identification de facteurs de cause qui permettent d'expliquer par exemple une évolution des ventes ou tel comportement qui serait observé dans les chiffres. Alors bien entendu, là j'ai pris une clé d'entrée par rapport au marketing qui est la clé du cycle relationnel. On aurait pu en prendre d'autres, par exemple le marketing mix. Et puis on aurait regardé par exemple l'intégration de l'IA à l'intérieur du produit, puisque c'est un des premiers P du fameux marketing mix, les 4 ou les 7 P. Vous avez plein d'exemples sans doute en tête. Ici j'ai pris Tesla qui est un exemple évidemment emblématique avec la conduite automatisée. Mais on pourrait prendre d'autres exemples comme cette entreprise qui a été récemment rachetée par Nestlé et qui fait des traitements, c'est pas vraiment des traitements médicaux, c'est des compléments alimentaires, des vitamines, des choses comme ça, qui sont supposément personnalisés par rapport aux besoins et aux objectifs de ces différents clients. J'ose pas dire patients, mais je pense qu'on est là encore sur une frontière qui est très fine puisqu'il s'agit du monde des alicaments, avec des alicaments qui sont ici assistés d'une certaine façon par l'intelligence artificielle.
Alors maintenant, vous me dites, oui, bon, tout ça c'est bien beau, il y a beaucoup de choses, on a vu plein de logos, on a vu qu'il y avait un certain nombre d'exemples d'entreprises qui proposent des solutions en matière de marketing qui intègrent de l'IA. Maintenant, si je suis chef d'entreprise, si je suis marketeur, qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Alors, j'ai mis sur ces 2 derniers slides quelques pistes de réflexion. Premier élément, se préoccuper des usages de l'IA et essayer de comprendre comment on peut utiliser l'IA en marketing. C'est ce que vous faites quelque part ici. Est-ce que vous pouvez poursuivre en allant regarder l'offre des éditeurs, en regardant ce que disent les analystes, en suivant peut-être un cours sur le sujet. En général, ce qui va être particulièrement important, ça va être la notion d'expérience client. Comment est-ce que vous pouvez augmenter la qualité de votre expérience client? Et puis, le deuxième point qui est l'efficacité opérationnelle, donc comment rendre vos équipes marketing plus performantes. Par rapport à ça, vous aurez ensuite plusieurs conclusions. Une conclusion, ça peut être que vous n'avez pas encore mis en place les outils, et donc il va falloir les mettre en place. Et parfois, dans certaines entreprises, ça signifie qu'il faut mettre en place tout le stack, tout l'empilement, ou l'ensemble, si vous voulez, des outils marketing dont j'ai un petit peu parlé, qui vont permettre de gérer de façon vraiment professionnelle tout cet écosystème digital. Ça veut dire aussi qu'il va falloir mettre en place les outils, mais aussi les données. Souvent, on a tendance à l'oublier, on pense qu'il suffit d'acheter tel logiciel de CRM et puis ça va régler mon problème de relation client ou de vente. Ah non, en général, c'est un peu plus compliqué que ça. Il y a des dimensions data, des migrations, il y a pas mal de choses au niveau organisationnel qu'il va falloir faire évoluer pour vraiment pouvoir bénéficier de ces outils. Deuxième possibilité, vous avez des outils, mais pour l'instant, vous n'utilisez pas vraiment leur fonctionnalité IA. Donc là, ça peut être de mieux comprendre les outils que vous avez à disposition, peut-être éventuellement de les mettre à jour, de les compléter si certains manquent d'IA, et puis parfois de les intégrer les uns avec les autres, parce qu'au niveau données, on sait que c'est un des challenges que de réussir cette intégration entre les différentes briques qui composent le système d'information marketing. Ça peut être aussi un problème humain, c'est-à-dire que vous avez les outils en place, vous avez les données, mais vous n'avez pas les personnes qui sont capables de poser les bonnes questions aux outils, de leur faire faire ce pourquoi ils ont été conçus. Et donc là, il va falloir travailler sur les équipes, sur la gestion, former ces équipes pour leur apprendre le potentiel de l'IA et ce qu'ils peuvent faire avec ces nouveaux outils, ces nouvelles approches. Et puis, dans certains cas, et c'est valable probablement pour les 3 points, challenger un peu les partenaires parce que, qu'on le veuille ou non, ça reste quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation. C'est quelque chose qui est récent, c'est quelque chose qui n'est pas encore complètement intégré chez tous les prestataires de services. Et donc, il y a besoin d'aller parfois les secouer un petit peu en disant, allez, on veut tester, on veut faire des pilotes, on veut explorer ensemble pour mieux comprendre ce qui se passe dans ce domaine. Ensuite, à moyen et long terme, suivre le domaine. Je pense que tous les acteurs qui suivent un petit peu le monde de l'IA voient bien qu'on n'est qu'au début. On ne sait pas si ce début va avoir une période glaciaire, comme on l'évoquait tout à l'heure. A priori, on voit encore beaucoup d'innovations dans les usages, dans l'intégration dans les outils. Et donc, je suis de ceux qui pensent qu'on va voir encore énormément d'applications qui vont sortir, que ça soit d'un point de vue client ou que ça soit d'un point de vue entreprise. Alors, bien sûr, détecter les opportunités, ça veut dire aussi essayer de faire un peu la part des choses par rapport au discours des éditeurs, ce discours qui est souvent très positif et qui est parfois un peu éloigné de la réalité, notamment par rapport à la dualité entre les outils et les données. Ils ont parfois tendance à vous dire que l'outil est magique en oubliant justement l'investissement que vous devrez faire au niveau de vos données, au niveau de la mise en place des outils. Et puis le dernier point, surveiller l'IA par rapport aux canaux d'interaction client, notamment par rapport aux interfaces vocales. Je suis assez convaincu qu'on va voir des choses vraiment importantes se mettre en place autour de ces interfaces vocales, telles qu'on les connaît aujourd'hui dans le mobile, dans les assistants vocaux type Google Home, Alexa et autres, et probablement dans d'autres environnements. On parle de plus en plus de l'intégration, notamment dans la voiture, dans l'environnement professionnel, dans le train, dans des espaces publics, dans des environnements, peut-être même une boutique par exemple, qui sont des environnements qui ne sont pas forcément habituels aujourd'hui pour des interactions vocales, mais qui pourraient donner des choses tout à fait intéressantes.
Alors, par rapport à ça, je voulais terminer par une mise en perspective avec 2-3 points qui me semblent importants. Le premier point, c'est que toutes ces technologies de l'IA sont effectivement, comme ça a été dit ce matin, très liées aux données et en particulier au big data. On traite des volumes massifs de données. On sait le faire aujourd'hui, on sait les stocker. Ça coûte quasiment plus rien de les stocker, mais ça fait partie de cet environnement. Et donc, beaucoup de questions qui sont liées au big data rebondissent, si vous voulez, sur ces questions associées à l'intelligence artificielle, y compris des questions par rapport à la protection des données ou par rapport à des réglementations futures qui pourraient bien arriver dans le domaine de l'IA. On sait que l'Europe, par exemple, a des velléités de réglementer la reconnaissance faciale. C'est une des applications de l'IA qui trouve des applications en marketing, notamment dans les boutiques, pour identifier le trafic dans les boutiques, savoir si vous avez des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des locaux ou des étrangers qui viennent dans vos boutiques. C'est des choses qui intéressent les marketeurs et qu'on fait avec des systèmes de reconnaissance d'images de ce type. Globalement, quand même, je doute que tout ça s'arrête parce que quand on essaye de regarder les macro-phénomènes auxquels cette arrivée de l'IA répond, on se rend compte qu'on a des choses qui remontent quasiment aux racines de l'informatisation et de cette fameuse transformation digitale dont on a parlé, et qu'en mettant de l'IA, les entreprises cherchent d'abord une plus grande précision. C'est un des souhaits, je dirais, fondateurs du marketing, hein, le bon message au bon moment à la bonne personne. C'est toujours la même chose, sauf que là, on veut automatiser ça et le faire à échelle extrêmement importante. Deuxième élément, ajouter un critère de contexte à ce ciblage. C'est-à-dire, je veux non seulement que ça soit la bonne personne, mais je veux vraiment que ça soit dans le bon contexte, au moment le plus opportun où il faut aller stimuler la personne. Cette idée de contextualisation, elle est compliquée à mettre en place d'un point de vue d'IA, parce qu'il faut que cette intelligence artificielle comprenne justement le contexte du client, et ça, aujourd'hui, on ne sait pas très bien faire. La personnalisation, ça fait plus de 20 ans qu'on parle de mass customization, le sur-mesure de masse. On veut aller plus loin. Criteo parle d'hyper-pertinence, c'est-à-dire avoir vraiment une personnalisation qui est totalement liée à chaque individu, à chaque moment. Et ça, c'est possible à travers ces algorithmes, par exemple, de génération de texte, où on va pouvoir avoir, je sais pas, 50 millions de subject lines différentes ou de messages différents si vous avez 50 millions de clients différents, ce que pourraient évidemment pas faire les humains. C'est également la rapidité. On veut toujours plus de rapidité, on veut du temps réel. Et la question de la performance, c'est une question qui est très importante dans l'expérience client et qui est là aussi souvent présente dans l'IA. On a derrière tout ça de l'automatisation et c'est pour ça qu'on a des problèmes par rapport aux questions d'emploi, c'est qu'on veut automatiser, donc on veut sortir la partie emploi. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Même si derrière cette robotisation, on a aussi ce qu'on appelle de la cobotique. C'est l'IA qui murmurait à l'oreille de vos employés, ou à votre oreille en l'occurrence, cette idée de cobotique, d'avoir une informatique, une robotique qui travaille de concert avec l'humain, et tout ça dans des contextes qui sont hautement scalables, ce qui fait partie là aussi de ce qu'on recherche. Et puis, par rapport à cette dimension humaine, on a une notion qui est encore un peu floue, qui est cette idée de simuler la relation humaine. C'est-à-dire qu'on aimerait beaucoup que l'humain adopte l'IA, qu'il aime l'IA, qu'il ait une relation souvent affective, empathique vis-à-vis de l'IA. Et donc, on va simuler dans les interactions, notamment à l'aide de psychologues et de tests qu'on va faire, on va simuler ces éléments de façon à susciter de l'empathie, à susciter une forme de relation conviviale entre l'IA et le client ou le prospect. Et puis un dernier point, et pas des moindres, c'est une forme de discrétion, d'invisibilité, c'est-à-dire que l'informatique, l'interface et l'IA en partie ont tendance maintenant à se fondre dans le décor, elles disparaissent. Cette question, je pense, va être au cœur de pas mal de réflexion par rapport à la façon dont on va envisager l'informatique et l'IA dans le futur, avec par exemple la question de savoir est-ce que l'IA doit se déclarer. Est-ce qu'un robot intelligent, comme tout à l'heure on l'a vu dans l'exemple de réservation du Google Assistant se présente au téléphone à la personne, au restaurateur. Vous savez, il dit « Hello, I am Google Assistant ». Et il aurait pu ne pas se présenter, se faire passer pour un humain. Par contre, il essaye d'être cool. Donc on a bien cette notion d'empathie, de convivialité qu'on va retrouver dans le discours de l'intelligence artificielle.
Et puis au final, il ne faut pas se le cacher, on est et on reste ici dans un contexte marketing, donc ça serait bien étonnant qu'on cherche autre chose que de maximiser finalement la profitabilité des entreprises, que ce soit par une augmentation des chiffres d'affaires ou une réduction des coûts. Mais c'est quelque chose qu'on va retrouver à beaucoup d'autres endroits. Et donc, même si les éditeurs vous disent qu'ils préparent de l'IA pour sauver le monde, pour guérir le cancer, pour aider les petits-enfants et faire des choses qui ont l'air d'être fantastiques, ce qui n'est pas faux au demeurant. Il y a des objectifs commerciaux derrière qui sont extrêmement importants et des objectifs qui sont d'ordre géostratégique. On en a un petit peu parlé ce matin. Ça fait partie des enjeux qui se cachent derrière ces outils qui ont l'air comme ça un petit peu anodins, mais qui en réalité sont beaucoup moins anodins qu'il n'y paraît. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et je crois que je suis à peu près dans les temps. Et je réponds évidemment volontiers à vos questions si vous en avez. Merci.